Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Cause something tells me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years. Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Cause something tells me I'm bound to perfection. 1,000 years after 7 years.
Hop là, j'étais pas prêt. Vous non plus, on fait les 1000 maintenant, on arrive là où personne ne nous attendait avec cette formidable revue de presse tous les matins, ou presque, à 9 heures, ou presque, vous savez que parfois il y a des aléas, mais on est là quand même. Hier, on était plus de 1000 sur ce stream, alors voilà, c'est super, moi je ne sais que dire si ce n'est merci. On est nombreux à vouloir aussi une autre info, à vouloir aussi sortir de cette bulle mortifère que le gouvernement nous impose. Vous allez voir, Omicron, ils savent plus trop quoi dire, hein, parce que ouais, c'est un rhume, hein, ça va aller, ça va bien se passer. Mais il faut vraiment leur dire, hein, il faut que quand même ils arrivent. Et puis, patatras, Olivier Véran qui voulait faire passer de nuit très tard la mesure ignoble et inacceptable du pass vaccinal, eh bien il n'a pas pu, les députés sont rentrés se coucher, bien leur en a pris. Alors le texte, bien sûr, repart en lecture aujourd'hui. Ça passera quand même de toute façon, malheureusement. Autant dire qu'ils ont du temps à perdre, hein. On les paye très cher pour faire des lois qui servent à rien. C'est quand même super, hein. C'est peut-être ça, la démocratie, hein. C'est quand tu payes des gens, parce que ça va tellement bien qu'ils peuvent t'emmerder encore plus, tu vois. Puis après, à un moment, ça casse, parce que vraiment, t'en as ras-le-bol. Mais pour le moment, les gens sont contents, hein. Tu regardes, il y a Les Échos, d'ailleurs, qui va lancer son sondage quotidien. Aïe, 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 est-ce bien nécessaire, Bernard Arnault? Quotidien, sondage à la présidentielle, mon Dieu. Déjà que c'est bidon, mais alors que sondage quotidien, je ne sais que penser d'un tel outil de propagande. Vous savez ici que on décrypte... que se passe-t-il? On décrypte la presse des milliardaires tous les matins avec vous pour expliquer un peu comment ça se passe, pourquoi on nous parle comme ça, qu'est-ce qu'il se passe de cette façon-là. Pardon, excusez-moi, j'ai des bips de partout parce qu'il y a le train de la hype, mes amis. Ça veut dire que vous pouvez vous abonner encore plus, cramer vos points de chaîne, offrir des abonnements. Bref, ça veut dire que c'est le Twitch suprême qui nous attend. On va peut-être pousser dans l'algorithme de Jeff Bezos, hein. Jeff Bezos qui vit une crise de la quarantaine terrible, de la cinquantaine, que dis-je, voire plus. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos avec sa nouvelle compagne où tu le sens, le mec quand même. Ça va pas dans sa vie, hein. Enfin, il sait plus quoi faire pour dire je suis cool. Non, t'es juste super riche en fait, mais c'est pas grave, hein, ça peut être cool, mais moyen. Enfin bref. Mais ne soyons pas, j'ai avalé de travers, ne soyons pas sordides. Dans nos commentaires, vive les riches, hein, grâce à eux, il y a des pauvres. C'est quand même super bien foutu la vie. Et on va tout de suite commencer avec un journal de riches, hein, le plus riche de France, hein. C'est notre ami Nanar. Eh oui, Bernard Arnault, vous savez, c'est l'homme qui a acheté Emmanuel Macron pour pas cher à l'époque où il valait rien, qui en a fait un président. C'est LVMH, c'est lui le patron de la France, hein. Hop, dès qu'il y a un truc qui brûle comme Notre-Dame, il sort le chéquier. Dès qu'il est, c'est lui qui est là pour dire oh, je suis l'entrepreneur du monde, du meilleur de tout. Merci la France. Il dit merci la vie. Bernard, il chante merci la vie. Il vous remercie aussi d'acheter des produits de luxe. Alors pas vous, hein, mais les Chinois, les Saoudiens, tout ça, c'est quand même super. Il a ouvert je ne sais pas si vous avez vu cette série Netflix que beaucoup de gens n'aiment pas, Emily in Paris. T'as à peu près une scène par épisode qui se passe dans le truc qu'il a ouvert, là, son épicerie de riche, la Samaritaine. Donc là, si c'est pas du placement de produits, et en plus après, bon, tous les acteurs sont fringués en LVMH, c'est juste une pub géante pour Nanar, ce truc. Il faut voir Netflix un peu comment ça se passe. Merci le Bouchon de l'abonnement avec Prime. Vous êtes nombreux. Vous êtes abonnés ce matin. C'est cool. Merci en tout cas. Évidemment que vous ne regardez pas ce genre de truc, mais juste pour vous dire la force de frappe de ce monsieur, hein, c'est un peu, parce qu'on parle beaucoup de Bolloré qui fait des choses dans les médias, mais Bernard Arnault de manière beaucoup plus déguisée, mais même pas vraiment, mais disons qu'il n'en fait pas un grand cas, lui aussi organise comme ça une mise en scène de ses champions, de son champion, le seul champion, notre champion, Emmanuel Macron. Alors non, c'est aussi Omicron. Omicron, c'est un peu un champion, parce que c'est une chance.
Eh oui, c'est une chance pour la France. C'est une chance, pourquoi? Bah, parce que, il y a beaucoup de mutations, ça faisait peur tout ça, mais en fait, 200 000 cas quotidiens, c'est plutôt pas mal parce qu'on se rend compte que, bah, au final, on va arriver à un coronavirus du rhume comme les autres. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Même Olivier Véran est obligé de l'admettre. Alors, bon, il s'est pris une rouste hier à l'Assemblée, mais voilà ce qu'il nous dit quand même. Olivier Véran sous-entend que c'est peut-être voilà, le moment où le coronavirus est adopté par l'humanité. Viens là, petit virus, je t'adopte. Oui, mais maintenant que les Bogdanov sont morts, oui, voilà, tu peux venir avec nous. Et il rejoint les autres coronavirus classiques du rhume. Alors voilà, vous voyez bien que c'est pas que le rhume, hein, puisque actuellement à l'hôpital on meurt de ce satané virus, que les vaccins protègent, mais pas des formes graves, nous dit-on. Mais voilà, il y a aussi le problème de l'échappement vaccinal, immunitaire, pardon, l'échappement immunitaire qui fait que les vaccinés chopent beaucoup Omicron aussi. Alors, bon, c'est pas grave, puisque Omicron n'est pas grave, mais toujours est-il qu'on est quand même dans un truc où on ne sait pas trop. Alors, du coup, les rassuristes sont contents. Ceux qui voulaient faire peur sont un peu comme des cons parce qu'ils ne savent plus quoi dire. La vague est rapide, elle est moins virulente. Est-ce qu'on sera tous immunisés? Vu le taux de contamination, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité par l'infection, la vaccination ou les deux. Ah bah alors, c'est super, ça c'est Olivier Véran qui disait ça hier. Alors pourquoi ne pas laisser tranquilles les gens qui ont chopé le virus, hein? Pourquoi vouloir les vacciner à tout prix? Ah, parce qu'on nous dit que si quand même, le meilleur schéma vaccinal, c'est d'avoir chopé le virus, puis d'être vacciné. Hein, et dans l'autre sens aussi ça marche, hein. Donc tu dis mais oui, mais alors mais pourquoi, puisque le virus je l'ai chopé, c'était pas non plus si plus terrible, pourquoi vous voulez absolument que je prenne le truc de Pfizer là, hein, à part si c'est pour les enrichir davantage et puis que vous ayez des stock options, je ne sais pas. Non, c'est pour la santé bien entendu. Oui, parce que voilà, hein, il est possible qu'Omicron contamine une grande partie de la population et immunise de fait de nombreuses personnes. Avec beaucoup de non-vaccinés et des personnes fragiles, cela risque d'être long à atteindre. Donc en fait, il faut, hein, on est proche évidemment, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on va éviter une nouvelle vague? Question. Notre organisme va garder une mémoire immunitaire, même si elle ne sera pas suffisante pour éviter le portage sain, hein, et des infections bénignes. Donc vous aurez le nez qui coule et c'est normal. Ça, c'est un médecin qui répond ça. Mais Omicron pourrait être un atout. Certains peuvent même considérer qu'il va achever de renforcer notre immunité et nous aider à nous prémunir contre des variants suivants. C'est une hypothèse raisonnable, mais je n'ai pas de boule de cristal. Bon, alors qu'on arrête de nous emmerder avec le pass vaccinal, s'il vous plaît. Messieurs, mesdames les députés, messieurs, mesdames les sénateurs, si vous regardez ce stream, et je sais que vous êtes quelques-uns, faites tomber ce régime de la surveillance, de la vigilance, cramez le pass vaccinal, rendez aux Français la liberté, le pays ne s'en portera que mieux et tout le monde vous dira merci. Maintenant, si vous continuez à vous enfermer dans cette débilité, alors qui n'a plus aucun sens sanitaire, vous allez le payer très cher et tout le monde va le payer très cher. Donc c'est juste un conseil de dire pour le bien-être de tous, brûlez le pass vaccinal. Laissez les Français tranquilles, que ceux qui veulent se vaccinent et que les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça, sachant que Omicron est là justement pour permettre ce genre de choses. Alors, bon, il y a attention, hein, la vague illustre la fragilité de la situation. Il y a des conséquences indirectes qui pourraient être plus désastreuses, hein, que le Covid lui-même. Ah bon, ben oui, parce qu'il y a du manque de personnel. Je parle de Londres, hein, où les Anglais ont carrément laissé tomber la réponse à Omicron. Ils ont dit bon, c'est pas la peine. Et puis, est-ce que janvier va être un mois compliqué? Alors, les hôpitaux de l'assistance publique ont reçu des consignes de déprogrammer la plupart des opérations non urgentes et redéploient du personnel. Il y aura aussi un absentéisme du personnel lié aux contaminations. Ça, c'est Megarban qui dit ça. Alors, un absentéisme lié aux contaminations, ça s'appelle une maladie, un congé maladie en fait. Ça s'appelle pas, enfin voilà, c'est pas de l'absentéisme. Enfin, c'est des soignants malades, hein, qui malgré leur vaccin sont malades. Voilà. Donc c'est quand même assez dingue de voir qu'on est toujours empêtré 2 ans après dans cette gestion de crise qui n'en finit pas, qui fout en l'air le moral des gens en fait. C'est vraiment le truc où tu te dis mais pourquoi vous m'emmerdez avec ça? Voilà, hop,
On a reçu une nouvelle émoticône du train de la hype. Bravo à vous. On continue. Oh non, me dites pas que... Ah non, c'est moi qui suis figé, c'est pas le truc. Parce que je n'arrive plus à lire le chat. Pourtant, tout me dit que c'est excellent. J'espère que c'est excellent. Oui. Ah, mais on voit plus le chat en plus. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors... On voit plus le chat. Je sais pas où c'est. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, on a toujours dans le canard à nanar, merci au micron, pas simple, les autotests. Ah oui, alors ça, si vous êtes parent, vous devez faire un truc, mais j'ai l'impression que... Ah oui, mais pourquoi j'ai plus de chat? Allô? J'ai l'impression que vous n'êtes plus là. Que se passe-t-il? C'est terrible. J'ai l'impression d'être seul dans l'espace, perdu dans l'espace. C'est très flippant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé un truc? Si quelqu'un peut m'écrire en MP pour m'expliquer ce qui se passe. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je continue, mais c'est bizarre de faire un stream sans vous voir parler. Je ne comprends pas. Bon. C'est un bug. Alors. Non, parce que vous êtes là, vous abonnez, tout va bien. Mais je ne vous vois plus parler. Bon, désolé. Alors, les autotests, c'est un drôle de truc, les autotests, parce que... Ah mais si, voilà, tout arrive. Waouh. J'ai eu peur. Franchement, vous m'avez foutu les boules. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous m'avez vraiment foutu les boules. Ça se fait pas là de faire un stream comme ça tout seul. Ah mais je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait... Qu'est-ce que je suis con, putain. Le chat est dans une fenêtre séparée. Donc je peux plus vous lire... non, laissez tomber. Je suis vraiment... Bon, faut vraiment que je passe un level. Hein. Maintenant, faut être sérieux. On fait plus de 1000 tous les matins. Faut que je sois quand même un streamer un peu pro. Non, c'est juste moi. J'avais juste mis le chat dans une fenêtre séparée. Voilà. Mais je l'ai pas fait exprès. Donc non, c'est juste moi. Je suis juste nul. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, on va parler des autotests. Après ce petit passage poulain est vraiment... Génération X tout pourri, voilà. Alors les autotests, si vous êtes parent, c'est quand même la grosse tannée à faire, hein, parce qu'il faut... alors, tu vas faire plein de tests dans le nez, un blanc, hein, et puis la fillette à qui s'adresse la question, tourne les talons et dit non. Sourire gêné de la maman. Elodie, 34 ans, sexothérapeute. Oh, l'autotest qu'on a fait hier soir, j'ai déjà dû le négocier contre une sucette. Hein. Ça ne sera pas simple d'en faire d'autres. À l'école Télégraphe, dans le 20e arrondissement de Paris, c'était jour de rentrée hier, avec elle, son lot de questions autour du protocole hein, qui avait été dévoilé la veille comme ça pour prendre les parents de cours. Ah, sacré Jean-Michel, toujours au taquet. Donc là, les parents sont en train de péter un câble. Parce qu'en fait, il y a des histoires hier qui sont remontées de « Bon, le matin, tout va bien. Le midi, on apprend qu'il y a un cas contact. Du coup, il faut tester, faut prévenir tous les parents. Les gens rentrent, refont un test. Le lendemain, c'est aujourd'hui. Alors, on ne sait pas s'il faut remettre les gamins ou pas, parce que le test, on n'a pas réussi à le faire correctement. Du coup, les gars, lâchez-les, les gosses. Hein. On va enlever les masques, on va arrêter de leur gratter le nez avec des cotons-tiges. C'est bon, c'est fini. Hein. On passe à autre chose, parce que là, c'est comme ça. Ça fait chier tout le monde, ça va faire des générations de « Waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Alors qu'il suffirait simplement de dire « Ouais, c'est bon, ils vont choper ça de toute façon, c'est plein de bactéries, c'est un enfant. Hein. Il fait son immunité, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Voilà, c'est comme ça. Donc il faut arrêter. Hein. Et moi, je pense que là, il faut arrêter les protocoles. Vous savez, on m'a envoyé le protocole. Oh là là, je vais vous lire des passages. Non mais, j'ai une source qui m'a envoyé le fameux protocole.
de l'éducation nationale. Alors, c'est un truc qui fait... non, je sais pas si c'est celui-là. Ouais. C'est un truc quand même qui fait bien une cinquantaine de pages, avec des questions du genre les élèves des écoles peuvent-ils être répartis dans d'autres classes lorsqu'un enseignant est absent ou dans l'attente de son remplaçant? Les moments de convivialité vœux galettes sont-ils autorisés dans les écoles et établissements scolaires? Et non, compte tenu de la situation épidémique, les moments de convivialité entre élèves et personnel ou entre personnel doivent désormais être prohibés. En effet, ces derniers, par leur nature même, ne permettent pas le respect en continu des gestes barrières. Donc il y a un mec qui a été payé par nos impôts pour pondre un document, mais illisible, avec niveau rouge, hybridation systématique au lycée pour les élèves de 4e et 3e au collège, accueil en présentiel, hybridation possible au lycée. Alors tu as alerte rouge, alerte orange, dans le premier degré, le non-brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté pendant la restauration. C'est comme ça que les élèves en situation de handicap se retrouvent cloîtrés dans leur classe spécialisée, alors que d'habitude il y a un brassage, ils peuvent aller dans des classes, donc ça permet d'avoir aussi tout un protocole d'éducation beaucoup plus large. Là c'est fini, ils restent entre eux. Alors les profs, les instituts sont catastrophés parce qu'ils disent comment je peux assurer la continuité après ça. Ça perturbe tout le monde, alors que de toute façon à la cantine ils sont tous ensemble, dans la cour de récré ils sont tous ensemble, mais bref, il s'agit de faire n'importe quoi. Et puis vous avez les réunions entre personnel organisées en présentiel au sein d'une école ou d'un établissement sont-elles autorisées? Attention. Oui, alors non mais alors là encore, l'éducation nationale, que font les syndicats de profs, d'enseignants? À quel moment ils disent bon, on va se mettre en grève, on va laisser tomber, et les syndicats de parents d'élèves aussi, qu'est-ce qu'ils font pour dire moi je fous pas un masque à mon gosse du matin au soir, je lui fous pas 4 cotons-tiges dans le nez tous les jours parce qu'il faut voir si la classe a pas la ch'touille. Qui sont ces gens? À quel moment on leur dit oh les gars, c'est fini, arrêtez vos conneries, là, vous faites chier tout le monde. Franchement, je pense que c'est la seule sortie de crise possible aujourd'hui. C'est de faire comme les Anglais. On est à 77% de vaccinés, t'as la dose de rappel pour ceux qui veulent. Stop. On arrête. Voilà. Mais... Oh, mais oui, il y a un gros minet. Mais oui, c'est Maggie. Regardez, c'est la star de cette revue de presse. As-tu un message à faire passer au monde? Un message de paix et de concorde? Non, évidemment que non. On ne peut rien attendre de ce genre d'animal. Donc voilà, je ne comprends pas où sont les syndicats de profs, parce que franchement, 56 pages à scoltiner, c'est illisible, ça veut rien dire. T'as un mec qui a mis ça à jour depuis 2 ans, qui est là. Tu peux remettre à jour le protocole de machin? Je ne sais même pas comment s'appelle le document. Attends, je vais te trouver le nom. Ça s'appelle... Non, c'est la foire aux questions. Bon, c'est une foire aux questions. Non, ça vaut pas la foire au port de chez Leclerc, ma foi. Mais c'est une petite foire aux questions. Les élèves, les cours de musique et les activités chorales ont-ils lieu? Non mais ouais, vous voyez le genre de truc. Et puis autre chose, j'attends des confirmations, mais apparemment, les partiels se déroulent dans des conditions sanitaires désastreuses, où les élèves sont les uns sur les autres, sans aération, pendant des heures, évidemment. C'est des partiels, on parle de plus de 400 personnes qui sont en train de se refiler Omicron, ou vaccinés ou pas. Il faut surtout pas en parler. Alors j'attends d'avoir quelques sources bien informées qui m'ont envoyé des petites images et autres pour bien mettre Jean-Michel Blanquer le nez dans son Blanquer, parce que voilà, Jean-Michel Blanquer, c'est plus possible en fait. C'est un mec, c'est le mec, il fout rien, il te le dit. Alors s'il écrit des livres qui se vendent pas, il fait des faux syndicats étudiants pour dire Jean-Michel Blanquer est super, et puis derrière, ben voilà, c'est n'importe quoi. Mais oui, je peux faire la revue de presse 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Donc, super, bravo, force à vous les profs, force à vous les parents d'élèves, je sais pas comment vous allez faire. Bruno le Rebond, alors Bruno le Rebond, il est partout ce matin parce que, et oui, alors on nous dit que ça va mieux, mais en fait non, parce que les aides pour les entreprises, ça va bien continuer pendant longtemps.
Enfin, le temps que ça dure. Hein, voilà. Le gouvernement vole à nouveau au secours des entreprises en difficulté. Alors, pas toi le chômeur qui fait vraiment exprès de ne pas avoir de travail, mais pour ce pauvre patron d'entreprise qui paye tant de charges, qui essaye de te faire travailler, chômeur qui toi ne veut pas travailler, eh bien heureusement que le gouvernement est là pour lui faire plein d'aides. Parce que toi, les aides, t'en as pas besoin. Ça suffit. Aide-toi toi-même. Mais le chef d'entreprise, non, il faut l'aider parce que c'est quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un aussi qui donne tout, qui prend des risques. Donc il faut qu'il soit assuré d'avoir aucun risque. Donc pour ça, c'est facile. 100 millions d'euros, voilà, c'est le nouveau montant d'aide du gouvernement pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à la 5e vague et aux nouvelles restrictions. Donc les mecs ferment l'économie, pompent nos impôts, font de la dette pour payer des entreprises qui auraient pu tourner de manière tout à fait normale. Et après, il faut appeler ça des champions et le camp de la raison. Stop. Encore une fois, le pass vaccinal est inadmissible et cette gestion de crise est calamiteuse. Et maintenant, ils essayent, par la politique du bouc émissaire, de faire peser toute leur merde et leurs échecs successifs sur les non-vaccinés. Stop. Verdier joue classe, là je l'ai vu avec son masque hier. Oh mais ouais, mais c'est quand même bien la faute des non-vaccinés si on ferme des lits. Pardon ? Oui, je dis bien que c'est la faute des non-vaccinés si on ferme des lits. Ah ouais, d'accord. Non, c'est la faute de toi, ta majorité là, puis des majorités d'avant. C'est pas la faute du virus non plus, les lois liberticides. C'est pas ce virus qui est liberticide. Non. C'est les mecs qui nous gouvernent, qui sont complètement pétés du casque. Enfin non, qui savent très bien ce qu'ils font, qui sont là pour éviter tout soulèvement populaire et continuer de se gaver. Non, parce que une des bonnes choses du coronavirus, c'est d'avoir fait tomber les masques. Là, si tu penses qu'on est encore en démocratie... Chapeau. Alors oui, ça marche. Les députés sont allés se coucher hier soir. Ils ne sont pas fait passer la loi en votant à 12 contre 9 en disant « Tiens, on a fait un vote à l'Assemblée à 8h du matin. C'est passé comme... Oh, c'est passé, c'est dommage. » Non, ça ne passera pas. C'est maintenant à la société en fait de refuser ces lois débiles. Donc je suis très énervé. Vous avez remarqué ces derniers temps. Puis en même temps, on commence l'année, on va pas la commencer. Tu vois, on a rechargé les accus, on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien refilé au micron, on est tous cas contact, machin. Mais là, quand même, ras le bol. Alors, quoi d'autre ? Mais on reviendra. Il y a une petite interview de Bruno dans le Figaro qui... le mec, il a sa médaille du Susboul du mois. Vous allez voir, c'est quand même, il est quand même très fort. Il écrit bien des livres. Alors bon, je parlais des députés justement qui sont allés se coucher. Avant d'aller se coucher, ils se sont quand même un peu envoyés pif-pouf dans la gueule. Alors Mélenchon était à la tribune, il était au taquet en disant « Ce passe, c'est bien de la merde ». Bon, il ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit avec ses mots, en disant voilà, c'est un dispositif qu'il juge 100% inefficace, une raquette trouée. C'est les Insoumis, le groupe des Insoumis a d'ailleurs proposé une motion de rejet préalable contre le pass vaccinal, merci à eux. En colère, le député des Bouches-du-Rhône s'est emporté contre un texte provoquant le chaos, la pagaille. Ce n'est pas une manière de combattre une crise sanitaire. Les gens qui travaillent dans les bars et restaurants vont contrôler l'identité, mais dans quel monde allons-nous vivre à la fin ? Tout le monde va contrôler tout le monde. Ça, c'est une société totalitaire, une société autoritaire. Voilà, ça sert à ça, la tribune de l'Assemblée nationale. Poser un peu les cadres du débat. Martine Vonner aussi, alors tout le monde se moque d'elle, mais n'empêche, ça fait des mois qu'elle lutte contre cette folie sanitaire. Avec bien sûr quelques outrances de langage. Du coup, Véran était là. Ça va. Ça se fume pas la chloroquine. Véran qui n'a répondu à aucune question de fond. Ce ministre lamentable n'a fait que esquiver les questions, se moquer des contradicteurs en disant à Mélenchon « Vous avez reçu la 3e dose, alors de quoi que vous vous plaignez ? Vous avez comparé ces vaccins à des produits surgelés, c'est lamentable. Vous mentez. » C'est lui qui ment, mais c'est pas grave. Alors, et puis les marcheurs étaient là « Ouais, c'est super, mais lui en une !» Et puis alors les marcheurs, ils vont se prendre une rouste. Jupiter va les prendre un par un et bienveillance dans la gueule. Dis non, t'as pas voté, t'étais à la buvette, connard. Non, j'étais pas à la buvette, c'est pas vrai. J'étais au téléphone avec ma mère, elle est au hospital. Ta gueule, retourne-y. 49.3. Vote-moi ça. Ils vont c'est un petit moment de bienveillance jupitérienne, ça va bien. Et puis Véran qui n'a pas dormi, il était là, oh mon Dieu, oh que vais-je dire, monseigneur, oh monseigneur cite, oh Seigneur, je n'ai pas réussi à faire passer le pass vaccinal, oh excusez-moi.
Comment cela? Tu n'as pas réussi? Non, vous pouvez enlever votre voix d'Android qui fait peur. Ah oui, bien sûr, Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas réussi à faire passer le pass? Oh, C'est terrible ça, mais comment? c'est parce que non mais les mecs, c'est des malades. Heureusement qu'il y a encore un petit sursaut comme ça où tu te dis tiens, si on allait se coucher plutôt que voter de la merde. Oui, bonne idée. Tiens, puis allons, tiens, je vous offre une semaine de vacances de ski, classe de neige pour tous les députés. Allez-y, on se charge de voter la loi, hein, tranquille, restez tranquille. Hein. Attention, pas de fracture, hein, parce que les urgences sont surchargées. Mais vous avez une appli qui permet d'aller aux urgences suisses si jamais vous cassez le truc, il n'y a aucun problème. Bordel. Ah là 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 là. Donc c'est assez particulier. Heureusement, ce pass n'est pas passé. Et puis, face à Pécresse, Macron cherche encore le bon ton. Et oui, le problème de Valérie Pécresse, c'est que c'est Macron en mieux. Alors, comment essayer de contrer Valérie Pécresse? Alors, la majorité essaye de trouver des parades en disant, bon, alors ce qu'il faut, c'est qu'on l'attaque sur son programme. On ne peut pas dire que c'est de la Versaillaise, c'est du foutage de gueule. Donc il faut faire attention. Depuis le début, on sait que Valérie Pécresse est la candidate la plus compliquée pour nous. On n'a pas encore trouvé le bon angle d'attaque. On tâtonne, reconnaît avec dépit un poids lourd du gouvernement. Un mois après la victoire de la présidente d'Île-de-France au Congrès des Républicains, la Macronie est encore à chercher des arguments pour la contrer. Alors c'est sûr, hein, on devrait au contraire taper moins mais plus juste, hein, ça vaut pour tout le monde. La Versaillaise, ça ne passe pas, il faut arrêter de montrer du doigt l'origine sociale des gens parce que du coup Macron, président hors sol, etc. Donc ce serait l'effet boomerang. Dans les médias, alors si, il y a eu la polémique du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, où il y a Schiappa qui est monté au créneau aussi en disant que Maître Gims, qui soutient Valérie Pécresse, dit que les musulmans ne doivent pas souhaiter la bonne année. Enfin, elle est toujours à ça d'une polémique de l'extrême droite, Marlène Schiappa. C'est assez formidable. Jamais elle bosse sur l'égalité homme-femme, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Encore 3 féminicides en début d'année. Non, de quoi parle Marlène Schiappa? De Maître Gims, qui est de la bonne année. Bon, je crois que là, on peut arrêter. C'est pareil. Encore une fois, stop. On peut arrêter. Et puis voilà, des boulettes sans arrêt, puisque par exemple Stan Guerini qui pensait faire une belle attaque Pokémon de niveau 4 sur Valérie Pécresse en disant avec elle ça a été une augmentation massive des impôts et des déficits publics. Oui, mais c'était la crise de la dette souveraine. Et oui, les marchés étaient attaqués, c'était compliqué, les options étaient très limitées. Et puis, ils oublient de dire que celui qui était dans la tour de contrôle de l'Élysée, qui faisait l'interface avec Valérie à Bercy, eh bien, c'était Jean Castex. Voilà. Et oui, et puis ils sont emmerdés, les macronistes, puisqu'ils ont plein de fillonistes chez eux. Donc, si jamais ils se fâchent trop avec Valérie, eh ben, ils vont retourner chez Valérie et ça va très mal se passer. Donc voilà, c'est quand même un truc assez incroyable, ce petit président et Madame Pécresse. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, attendez, j'ai un appel. Je peux pas. Ce matin, ça va dans tous les sens. Alors. Donc. Ah oui, cette petite pub que BFM TV s'est offerte dans tous les journaux de presse et de Navarre. C'est assez impressionnant. Donc là, vous voyez, c'est la première chaîne d'info de France et de loin. 100% sur toutes les classes d'âge quasiment, les parts de marché. Il s'est passé tant de choses en 2021. Une chose n'a pas bougé. BFM TV est là pour vous informer. Ça fait plaisir. Alors, il se paye quand même de la pub dans le journal de Bernard Arnault. C'est un cercle fermé. C'est plutôt pas mal. On est là, quelque chose... voilà, c'est un petit système sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Attendez, je sais plus où j'en étais. Oui, la pub BFM. Ah, voilà. La bonne douille de la galette des rois. Pourquoi la galette des rois coûte plus cher cette année? Bah alors chaque année, à chaque fois que je vois le prix des galettes des rois, je fais wop, pop, 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 pop. Mais attends, c'est quoi ce truc? C'est devenu un produit de luxe en fait. La galette des rois, tu sais, ça se pèse au microgramme près. Et puis alors, c'est jusqu'à 30 euros la galette pour 8. 30 euros, c'est quand même 210 balles la galette. Alors le beurre coûte cher. Hein. Il y a eu des augmentations du prix du beurre parce que les Chinois raffolent du beurre. Donc du coup, les exportations de beurre, on en a moins, du coup c'est plus cher. Les œufs coûtent cher, le lait coûte cher. Et puis l'électricité aussi. Les artisans boulangers, pâtissiers s'inquiètent parce que la facture d'électricité explose. Et donc, ils sont obligés de reporter ça sur le prix, bien sûr, de leurs produits. Et donc on en est à une galette très très chère qui alors, attendez. Je gère deux choses en même temps. Puisqu'il va falloir que je parle de la haine tout à l'heure. Donc la galette, si vous voulez en manger, attention, il va falloir faire un prêt. Hein. Et puis, alors, ça y est, c'est géré. Désolé. C'est RT qui m'appelle en même temps. Donc voilà, galette des rois, attention, produit de luxe. Et puis le caddie, vous connaissez tous, hein, on fait ses courses, on met les trucs dedans. Eh bien, c'est encore une entreprise qui pourrait mettre la clé sous la porte, puisque Caddy est en bout de course, l'entreprise alsacienne, qui était pourtant centenaire, hein, rachetée par un fonds polonais. Réorganisation de l'usine, c'est le Polonais Damix qui a repris en 2018 l'entreprise Caddy. Du coup, les effectifs sont passés de 900 à 144 en 8 ans. La clientèle de Caddy qui fait ses chariots pour la grande distribution est majoritairement internationale, mais avec le virus, les frontières se sont fermées, les marchés se sont un peu écroulés. Les manques de confiance des salariés envers leur cadre est consommé. Il y a un climat terrible à l'intérieur de l'entreprise. Les salariés sont résignés, ils ne sont pas passés à la phase de colère. C'est l'abattement et l'amertume. Ils ont l'habitude. C'est la 3e fois qu'ils font face à une telle situation. Déjà en 2012 et 2014, cette fois-ci, ils n'ont pas été payés. Et c'est une entreprise qui pourrait peut-être mettre la clé sous la porte. Donc voilà, encore un bel exemple de Cocorico, du Made in France. Et alors après, alors pas partout, puisque là c'est un marché international. Non, c'est vraiment aussi une gestion des commandes et le fait que voilà, c'est délicat. Alors on peut dire oui, tant mieux, les gens fuient les hypermarchés, mais bon quand même. Et puis je pense que ça aurait mérité plus qu'un petit en bref sur les féminicides quand même, puisque il y a eu quand même 3 féminicides en début d'année, des ex-compagnons, le militaire de 22 ans à Saumur qui avait tué le coup de couteau sa femme, le corps d'une femme retrouvé dans une voiture samedi, et bien d'autres. Ça n'arrête pas, et encore une fois, voilà. Où sont Gérald Darmanin et Marlène Schiappa? Que font-ils? Rien. Et puis, petit entrefilet aussi sur Jean-Marc Morandini. Alors, on est tous là à dire, oui, Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux, tout ça. Non, lui, Jean-Marc Morandini, lui, il se faisait passer pour Catherine Leclerc, pour faire passer des castings sexuels à de jeunes acteurs. Du coup, il est renvoyé en correctionnel pour corruption de mineurs, et il sera jugé également pour harcèlement sexuel sur un jeune homme et travail dissimulé pour 5 plaignants lors du tournage de la série érotique Les Faucons. Ça ne s'invente pas. Et donc voilà, Jean-Marc Morandini, Catherine Leclerc, c'est compliqué pour lui. Ça le passe pas vaccinal, mais judiciaire. Mais voilà, c'est dans les en bref. Sacré Jean-Marc. La série, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais en gros, ça va lui coûter quand même assez cher. On passe à Libération. Ce matin qui fait sa une également sur ce
Tout le monde est sur les nerfs, sur la rentrée sous Covid qui rend les gens fous, totalement perdus dans les protocoles Blanquer. Plus personne ne sait que faire. Tout ça est beaucoup trop compliqué. Entre parents, profs, vous allez voir ce que je vous disais, les classes qui n'accueillent plus les élèves avec handicap. Et donc voilà, à 8h20, Clermont-Ferrand, les portes de l'école Ferdinand Buisson sont ouvertes et dans 10 minutes, la cloche doit sonner. François Régis Croisier était prêt, mais il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il n'a plus le droit de prendre dans sa classe de CM1 et CM2 les 2 élèves handicapés qui viennent plusieurs heures par semaine en inclusion et sont obligés de rester dans leur classe Ulysse dédiée aux écoliers porteurs d'un handicap. Afin d'éviter le brassage. Pourtant, ça fait partie des mesures absurdes, dit le prof, parce qu'ils sont mêlés aux autres dans la cour et ça casse la continuité pédagogique. 9h, dans le 11e arrondissement de Paris, la quarantaine filiforme suite à capuche, sous le blouson, Thomas dirige son école primaire. Alors ils disent, bon, comme tout le monde l'a chopé le Covid avant les vacances, ça devrait bien se passer. Et puis, 16h, dans le 18e arrondissement de Paris, on va devoir fliquer les élèves, leurs parents. C'est horrible comme atmosphère. Chloé, cheveux bouclés, assistante d'éducation dans un collège REP+, du nord de Paris. Avant la reprise, elle a fait une crise d'angoisse en consultant les chiffres de contamination chez les enfants. Lundi matin, on dénombrait 15 élèves contaminés sur 380 dans son établissement. 4 de plus en milieu d'après-midi, ainsi qu'un AED et 2 profs depuis qu'elle a été recrutée. Voilà, les effets de la crise. Toujours est-il que ça fait 1 an que les écoles réclament des capteurs de CO2, les profs n'ont pas de masque FFP2, que les élèves doivent être masqués matin, midi et soir, et bien sûr qu'ils n'arrivent pas à garder le masque, et que Omicron, bon, c'est quand même pas... il faudrait peut-être passer à autre chose. Encore une fois, je vous le dis, je ne comprends pas pourquoi on en est là. C'est assez incroyable, avec des protocoles de pire en pire, hein, où on arrive à ne plus comprendre, comme je vous le disais, ce qui est là. Et puis voilà, des lois, emmerder les familles, les enfants, les profs, pour un truc qui est comme Omicron, qui devient un rhume. Je sais plus quoi dire, en fait. Et oui, c'est totalement anxiogène, ça rend les gens tarés. Donc il faut arrêter. Excusez-moi du... et puis c'est le procès Sankara qui s'ouvre à nouveau. Il avait été décalé, ajourné. Il revient, c'est à Ouagadougou. Alors c'était la Haute-Volta, c'est maintenant le Burkina. Thomas Sankara, qui était ce président révolutionnaire marxiste qui avait fait des choses incroyables pour son pays, tué par un de ses compagnons, Blaise Compaoré, hein, c'est le pire de la France-Afrique, le coup d'État organisé pour éviter bien sûr que l'Afrique ne tombe aux mains du Parti communiste, et décide trop rapidement de se séparer des tuteurs coloniaux. C'est assez terrible de voir ça. Alors... c'était un assassinat minutieusement préparé, j'étais au courant, Thomas Sankara était au courant, ça c'est Boukari Kaoré, chef du bataillon d'intervention qui était proche de Sankara, tous savaient ce qu'il allait se passer, Sankara n'a pas voulu dédire son ami Compaoré, bref, le procès va essayer de mettre en place les responsabilités. En attendant, voilà une possibilité pour l'Afrique qui a été tuée immédiatement par un complot international. Alors après on dit, les complotistes, les conspirationnistes, et non. C'est assez... ça marche en fait. Quand une puissance coloniale décide de foutre en l'air un leader qui lui revient pas, ça marche. Il suffit de payer quelques putschistes et hop. Alors pourquoi ça ne continuerait pas et puis là, vous allez voir, la CIA, on en parle en fin de revue de presse, est en train de booster tout son budget à intelligence artificielle en disant que là, c'est vraiment la guerre du futur. Donc ça promet des beaux moments what the fuck, hein, on en parle dans un instant. Et puis l'IB va au cœur de l'abstention. Ils vont voir des abstentionnistes à Nice et à Grenoble essayer de comprendre, hein, témoigner les Français qui ne votent plus. Alors oui, donc ma carte d'électeur est rangée, c'est le bar du Nouvel An à Nice, ils vont les voir. Lui a dit il ne peut plus voir Macron en peinture à cause du pass qui met dans l'impasse. Il n'a pas écouté les vœux. Le retraité n'a pas voté. Séverine, je m'en fous, on en a tellement ras-le-bol, dit l'esthéticienne de 46 ans, qui ira tout de même voter. On a toujours le choix entre la peste et le choléra.
et puis d'autres comme Robert qui déserte depuis 2007. J'ai encore la carte d'électeur, mais elle est rangée. C'est un décorateur d'intérieur à la retraite. Avec le Covid, je n'allume plus la télé, sauf pour Netflix, c'est toujours la même chose, que des conneries. Et c'est vrai qu'il y a une lassitude, hein. Or, le problème, c'est que les abstentionnistes peuvent faire cette élection, c'est-à-dire que s'ils se déplacent et votent, c'est un vote qui n'est pas dans les sondages, mais qui peut totalement changer la donne. C'est le pari de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, d'aller chercher les abstentionnistes. Éric Zemmour aussi, qui fait se bouger certains, qui se disent « Tiens, c'est nouveau, pourquoi pas, allez, j'y vais ». Pour les autres, c'est déjà joué, mais le moins de personnes votent, le plus, ça joue en faveur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, ou de Valérie Pécresse, partis installés, qui vont de toute façon recevoir une base de vote, on parle de socle électoral, qui ne bouge pas. Donc l'inconnu, c'est vraiment l'abstentionniste. Combien seront-ils? Qui seront-ils? Et pour qui vont-ils voter en 2022, et c'est dans moins de 100 jours, donc c'est demain l'élection présidentielle, hein. Là, vous allez voir, ça va devenir n'importe quoi cette campagne, ça fait que commencer, mais je pense qu'on va aller, on va voir des choses phénoménales, hein. Déjà là, ça commence avec le pass vaccinal, ça permet de débrancher tous les sujets, hein. Pouvoir d'achat, réforme, inégalité, chômage, non, c'est Omicron, ah bon d'accord. Donc la suite, ce sera beaucoup plus tard. Et puis on passe au Figaro. Dans le Figaro, hop, on va. Jean Castex, Premier ministre prisonnier de la crise sanitaire. Mon Dieu, Jean, prisonnier. Ouf. C'est pas lui qui nous enferme. Faudrait pas inverser les rôles quand même, non? C'est le mec qui... C'est à cause de sa fille de 11 ans qu'on en est là quand même, hein. Alors là, c'est un article, ça vole très très haut, hein. Tu te dis, non mais où sont ces gens, hein? Puisque dans l'article, vous avez Bruno Bonnell, qui est député macroniste de la première heure, qui dit que Jean Castex est rassurant pour les Français. À l'inverse du président qui nous parle de la France de 2030 ou de l'Europe, lui, il parle de la France d'après-demain. Il est rassurant pour les Français car ancré dans la vie réelle. Tellement pas. Ça, c'est Bruno Bonnell, donc, qui le présente en... pour lui, Jean Castex, c'est le Aimé Jacquet du président. Et oui, Aimé Jacquet, l'entraîneur mal considéré de l'équipe de France de football, finalement victorieuse de la Coupe du Monde de 98. Ah là là, le rôle politique qu'il jouera pendant la présidentielle reste peu clair, hein. Ah, ça. Rares sont les occasions où Jean Castex évoque publiquement la campagne, ses attaques contre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Début décembre, dans le quotidien espagnol El País, n'ont pas eu d'écho dans l'Hexagone. Non. En même temps, Jean Castex, il n'a pas beaucoup d'écho dans l'Hexagone, hein. C'est quand même dingue. Il connaît la droite par cœur. Il sera très utile. Tu m'étonnes, il bossait avec Valérie Pécresse. C'est là où tu te dis, non mais attendez. Là, en fait, ce que vous nous faites, là, c'est un jeu à somme nulle. Pécresse-Macron, c'est la même chose, hein, on est d'accord. Il y en a une qui dit un peu plus de conneries que l'autre, enfin, mais c'est de la cosmétique. En réalité, vous avez fait la même politique. Vous êtes les responsables de cette faillite depuis des années. Pourquoi on continuerait, en fait ? Parce qu'on aime ça, d'accord, ok, c'est vrai, on aime ça, ok. Mais oui, j'avais oublié que les Français aimaient bien être maltraités avec bienveillance. Bah alors continuez comme ça, hein. Je pense qu'il a très envie de défendre le bilan, hein, oui. Puis son capital sympathie est énorme chez les Français. Pardon ? Et les Français, non, chez les macronistes, pas chez les Français. Faut pas tout Bruno, faut redescendre Bruno Bonnell. Mais le meilleur service qu'il rendra pendant la campagne, c'est de rester à la gouverne et pas d'entrer dans la bataille partisane. Non, Jean, tu ne peux pas rentrer dans la bataille partisane. Tu vas devoir te sacrifier à la gouverne. Ce mec, ils sont quand même terribles, quoi. Ils arrivent à te dire que Jean Castex a un capital sympathie énorme. Bon, après, c'est des mecs qui sont aussi capables de dire que Macron est à 72% dans les sondages, hein, donc bon, tu peux aller très loin. Oui, comme ça, je le kiffe aussi, hein. Et ils n'ont pas fumé, les mecs, ils font leur truc. C'est la bulle politico-médiatique, c'est un truc très, très, très puissant, hein. Ça s'auto-entretient, c'est... de dîner en soirée de gala, de confinement en Covid. Et puis on revient avec la grande interview de Bruno. Bruno qui aura son badge employé du mois quand même, hein. Alors, quelques questions. Le macronisme doit-il faire sa mue pour perdurer ?
tout politique doit mourir pour perdurer. Lui en sait quelque chose, hein, puisque avant d'être pris comme ministre d'Emmanuel Macron, il disait que c'était quand même bien de la merde, Emmanuel Macron. Donc voilà, donc là on a affaire à quand même un mec qui sait ce que c'est que la politique, hein, à l'ancienne. Celle où tu racontes n'importe quoi, où tu écris des livres qui se vendent pas. Et puis à chaque fois, j'aime bien lire ses interviews parce que le mec, il est là, il est positif pour tout le monde, tu vois. Pas du Covid, hein, mais vraiment en disant non, mais c'est génial, mais enfin, regardez, je maintiens donc notre prévision de croissance pour 2022 à 4%. Nous apportons une aide ciblée et rapide, hein, aux secteurs concernés par la restriction. Je reste ouvert à tout dispositif supplémentaire qu'il pourrait me proposer, notamment sur les exonérations de charges sociales. La France a-t-elle les moyens de ces aides? Mais oui, centaines de millions d'euros, nous avons été prévoyants. Il nous reste des crédits budgétaires de 2021. Ah bon? Ouais, en même temps, c'est de l'argent magique, hein. Les mecs, ils sont pas contents sur le bitcoin, sur les crypto-monnaies, en disant c'est de la fausse monnaie. Ils passent leur temps avec de l'argent qui vaut plus rien, mais c'est pas grave. Il faut rembourser la dette du vrai argent, hein, de l'euro. C'est du vrai argent, ça. Ah bon? Oui. Alors, il est gratuit, il est offert aux riches, mais toi, tu dois le payer avec un rein, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sait que c'est du vrai argent, c'est qu'il y a le sang des pauvres dessus. Ah, d'accord. Et puis, des mesures pour le pouvoir d'achat, en veux-tu, en voilà et tout. Et puis, alors là, cette question, tu pensais que Bruno avait tout fait? Et non, il va très très loin dans la compétition du Susboule d'or. Le président a-t-il un problème avec l'histoire de France, comme l'affirme Valérie Pécresse? Oh, il faut être bien pauvre en idées pour en venir à cette critique. Non seulement Emmanuel Macron aime l'histoire de France, mais surtout, il l'a fait. Et le Susboule d'or du mois de janvier commence très fort avec Bruno Le Maire, un ministre qui reçoit la médaille d'or. Non mais comme... waouh, la cour du roi. C'est assez génial. C'est quoi ton métier, Bruno? Moi, je cire des pompes, hein, mais bien. Je retourne ma veste et je cire des pompes. C'est en 2 temps. Mais là, les gars, watcha, c'est quand même... c'est indétrônable, hein. Je pense que là, le mec va très très loin. Hein, il a des ambitions... Alors d'ailleurs, il en parle de ses ambitions. Je dis, ouais Bruno, à part sucer les boules de Macron, quelles sont tes ambitions? Parce que vous faites des propositions sur d'autres thématiques que l'économie. Est-ce que le vaste ministère que vous occupez est trop étroit pour vos idées? Oh, c'est le plus beau des ministères. Mais c'est le monde qui est vaste, plus que la politique. Oh, c'est mignon. C'est génial. Et puis alors après, vous avez encore des trucs lyriques, c'est assez génial. Avec le président, nous préférons agir. Nous refusons de subir notre destin, nous voulons le construire pour affirmer la place de la France au XXIe siècle. D'accord. Eh ben c'est super. Eh ben j'ai envie de dire c'est super. Alors il a dû passer un super jour de l'an. Alors il a mis une photo, il joue au ping-pong avec son fils. Le problème c'est que il y a des feuilles aux arbres, hein, donc c'était pas du tout une photo contractuelle. Mais bon, il est pas à ça près, hein. Le mec il est quand même assez haut dans sa tête pour se permettre ce genre de petites pirouettes communicationnelles. Il avait aussi mis son hamster Kiki, hein, à la une d'Instagram. Et c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Au ministère, il bosse, hein. Quand il écrit pas son bouquin, il bosse. Voilà, c'est Bruno. J'aime bien Bruno parce qu'il est toujours positif. Avec lui, on voit la vie en rose, quoi. Et puis, ça c'était le Figaro. Il n'y avait pas grand-chose ce matin, je vous cache pas. Donc on revient directement aux Échos. Encore un canard à Bernard Arnault, bah dis donc décidément. Alors lui, les Échos, c'est assez génial. Ils ont décidé de faire un sondage quotidien dès maintenant jusqu'à l'élection présidentielle. Donc bon, autant vous dire que c'est n'importe quoi. Alors là, on voit, donc voilà, c'est Macron qui gagne tout le temps, hein, face à Pécresse, face à Le Pen. C'est Macron qui est en haut tout le temps, hein. C'est la petite colonne jaune, Macron, vous voyez. Et puis sinon, la petite colonne rouge, la plus haute que les autres, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors vous allez voir que ce sondage, dès que Taubira va dire « J'y vais au nom de la poésie et de la gloire des grands poètes », hop, la petite colonne Taubira va faire comme ça, puis ils vont dire « Oh, mais si c'était Taubira qui faisait perdre la gauche plutôt que... » Ah oui, pourquoi pas. Hein, il y a un article dans Libé d'ailleurs sur Taubira est-elle l'allié de la gauche, écrit par un ancien du PS, qui explique qu'en fait non. Enfin, peut-être, mais bon, pas. Attention, méfiez-vous. La primaire populaire quand même, quelle
quel beau navire, quel beau sous-marin pour la campagne de Madame Taubira. Oui, enfin, c'est affligeant. Cette campagne va être totalement affligeante. Déjà, elle est vampirisée par le Covid, ce qui permet à Macron de passer pour le sauveur si ça marche, et de dire j'ai tout essayé, et voilà, mais au moins on ne parle pas des autres sujets. Donc c'est vraiment tout bénef. Alors que les mecs sont quand même en train de te dire ah, c'est peut-être en train de devenir un rhume, faudrait peut-être un peu arrêter parce que là on va foutre en l'air l'économie pour de bon. Et c'est un peu con parce que bon, en fait on pouvait s'en passer très vite, quoi. Et donc il y a des tensions politiques, hein. On le voit bien, ça commence à pas passer. Il y a l'examen, bien sûr. Et puis Alain Fischer, hein, professeur d'immunologie, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui nous explique que quand même, les vaccins ciblant Omicron doivent arriver en mars. Ne peut-on pas trouver les vaccins universels pour ne plus avoir à courir après les variants ? On va probablement d'abord avoir des vaccins spécifiques contre Omicron. Le rhume, hein. D'accord. Ok. Et on sait désormais qu'avoir eu Omicron a eu une réponse immunitaire très forte contre Delta. Il n'est pas exclu que les vaccins combinés pour plusieurs variants arrivent aussi très vite. Donc en fait, là on a un vaccin naturel qui s'appelle Omicron, hein, tout le monde le chope, mais visiblement ça ne fait pas de forme grave. Mais les mecs veulent quand même te vacciner contre ça. Des fois que. Alors que là, le même Alain Fischer te dit non, c'est vrai que si tu le chopes, ça te protège contre Delta. C'est quand même une bonne protection. Mais pas la même, parce que c'est pas la protection cellulaire, enfin voilà, c'est pas la protection Pfizer. Hein. La protection Pfizer, elle est bien meilleure que ta protection naturelle. Hein. C'est quand même. Sinon, ça sert à rien, tout ça. Que sait-on de la sévérité d'Omicron ? Des études sud-africaines, britanniques, danoises convergent pour dire qu'Omicron réduit d'un facteur 2, 3 ou 4 le nombre d'hospitalisations. C'est énorme. On a la certitude qu'il est moins sévère que Delta, peut-être également moins que son prédécesseur Alpha. Alors, et combien de fois peut-on se réinfecter ? Alors, 2 ou 3, hein, le plus souvent, c'est des formes bénignes. À part chez les personnes fragiles, bien entendu, il est possible qu'Omicron marque le début d'une évolution vers des variants moins sévères. Alors, l'histoire nous mettra progressivement à l'abri. Donc là, on sent qu'il y a une volonté de sortir du Covid, tu vois, sans le dire, en disant « Oh non, mais c'est comme ça s'est fait tout seul. » Ouf, on a eu chaud, ça s'est fait tout seul. Mais quand même, tu les sens hésitants entre tout fermer d'un côté et refaire un truc... ou laisser pisser parce que de toute façon l'économie s'en remettra pas, donc on sent le discours évoluer, hein. C'est assez marrant. Et puis le cul-de-sac évolutif, Omicron a douché nos espoirs en prenant des embranchements différents et en combinant une multiplicité de mutations. On ne peut prédire que le virus a épuisé toutes ses capacités de mutation. Néanmoins, si la sélection du virus continue à se faire par une meilleure transmission, il n'est pas exclu qu'on soit au premier stade d'une évolution vers des formes moins sévères. Quand même. Alors, et puis alors, la dernière question, je vous la garde quand même, elle est importante, celle-là. Est-on mieux protégé quand on a été intégralement vacciné ou bien quand on a été infecté ? Je dirais que la combinaison des deux offre la meilleure réponse en termes d'anticorps. L'infection naturelle génère une réponse immunitaire locale au niveau du nez et de la gorge, peut-être aussi des bronches, là où elle débute, ce que ne permet pas la vaccination. Mais la vaccination confère une protection pulmonaire très forte et permet donc de lutter efficacement contre les formes graves. Donc il faut les deux, c'est la chèvre et le chou. C'est pas mal. C'est Alain Fischer qui nous dit ça dans les Échos. C'est pas mal. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même que les mecs commencent à dire « Bon, on va arrêter parce que ça va nous coûter vraiment trop cher. On va en plus perdre les élections avec ces conneries. Donc, tu les vaccines tous, tu dis que c'est fini et on passe à autre chose. Et puis, ils le choperont tous de toute façon. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. » Ils racontent vraiment n'importe quoi. Non, mais ce qui est flippant, c'est qu'ils le font avec... Tu vois, comme c'est des médecins, des ministres, les mecs te disent des choses. Soit ils mentent éhontément, soit ils n'ont pas les moyens d'affirmer ce qu'ils affirment, mais ils l'affirment quand même. Et là, tu te dis, mais c'est pas du boulot, ça. Comment veux-tu avoir un consentement libre et éclairé ? En plus, de toute façon, c'est une extorsion vaccinale, on n'a pas le choix, il faut absolument passer par la picouse, alors même qu'on parle maintenant d'échappement immunitaire de la part des vaccinés. Enfin bref, ça n'a aucun sens, c'est vraiment du délire ce qui se passe.
Entre les mesures débiles qu'il y a eu depuis 2 ans et maintenant cette vaccination obligatoire contre un variant qui est en train de devenir un rhume, je crois que c'est autant une guerre de l'info qu'une guerre contre un virus en vrai. Parce que s'ils étaient sérieux contre le virus, ils n'auraient pas ouvert les écoles, ils n'auraient pas fait les partiels, il y aurait du télétravail, enfin on aurait reconfiné réellement, quoi. Là, ils s'en foutent en vrai. Allez, on vaccine, puis on verra bien. Donc du coup, ils récupèrent le chèque cadeau. Il y a des commandes qui arrivent parce qu'il y a encore plein de doses qui arrivent pour les années qui viennent, rassurez-vous. Hein. Là, on fait janvier, c'est le mois sans alcool. L'an prochain, on dira, bon, c'est février, c'est le mois sans vaccin. Ah, ouf, un mois sur 12 quand même, hein, ça fait du bien. Hein. Sinon, c'est tous les mois. Eh oui. Ça va être... Et puis voilà, la fameuse balance scorecard de McKinsey, c'est exactement ça. Les mecs sont là pour remplir des tableaux de chiffres et d'objectifs. Et toi, nous, on ne peut que regarder comme des cons. Tiens, en parlant de mecs qui ont des idées, la CIA qui est en train de revoir toute sa stratégie sur l'IA, l'intelligence artificielle. Enfin, c'est pas la CIA, pardon, c'est le Pentagone, ministère de l'armée américain. La montée en puissance de la Chine les inquiète. Le département de la Défense vient d'annoncer une réorganisation des agences chargées de l'IA et de la data. Alors, pour vous donner les chiffres de la défense américaine, hein, pour comprendre que c'est complètement pété ce pays, le budget du Pentagone pour 2022, c'est 768 milliards de dollars, une hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Le budget de la Chine, qui est la deuxième force militaire au monde, c'est 209 milliards de dollars. Bon. Après, c'est vrai que les Chinois, ils font pas des guerres partout comme les Américains. Eux, ils passent leur temps à faire la guerre partout. Alors là, tu sens qu'ils veulent faire la guerre en Ukraine, les Américains. T'as Vladimir qui dit non les gars, non. Vous allez rester tranquilles, vous venez de partir d'Afghanistan, vous allez faire la guerre chez vous. Hein. Arrêtez de faire la guerre dans tous les autres continents que chez vous. Soyez sympas, lâchez-nous les bottes. Et puis, les dépenses militaires ont progressé de 3,7% du PIB américain. Bien sûr, la Chine ne consacre que 1,7% de son PIB, la France 2,1%, la Russie 4,3%, Israël 5,6%. Et les dépenses sur l'intelligence artificielle du Pentagone totalisaient 841 millions de dollars, dont 290 millions pour le Joint Artificial Intelligence Center. Et les derniers chiffres disponibles de R&D de 2020 montraient 14% des dépenses du Pentagone pour ces efforts en intelligence artificielle. Alors, il y a eu des rapports qui viennent de tomber. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, qui est un partisan d'une transformation radicale du Pentagone vers la data et l'IA. Il a quitté Alphabet. Il préside maintenant la National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAY, chargé par le Congrès de définir la stratégie américaine en matière d'IA. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois que là-bas, les GAFAM, c'est vraiment une porte d'entrée de la puissance américaine, d'où aucune loi antitrust en réalité, puisqu'il se tirait une balle dans le pied. Donc le mec quitte Google pour conseiller le ministère de la Défense, sachant que Google a eu des fonds du ministère de la Défense aussi pour certaines de ses recherches, même si les cadres ont gueulé à l'époque, maintenant c'est fini tout ça. Et là, les préconisations, organiser une intégration massive de l'IA d'ici à 2025 avec une infrastructure numérique commune aux différents services, le Chief Digital and Artificial Intelligence Officer, dans cette direction. Et puis, on a Henry Kissinger, qui était quand même le conseiller secrétaire d'État sous Nixon. Il a 98 ans, il n'est pas mort. Alors, il sait tous les coups foireux en Amérique du Sud. Kissinger, c'est quand même un mec... si tu cherches un complotiste, c'est lui. Il a inventé tous les complots. Mais vraiment, c'est lui qui écrivait comment il faut faire pour déstabiliser les régimes, etc. Ce mec est assez incroyable. Et là, il nous sort un bouquin qu'il a écrit d'ailleurs avec Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, et un professeur du MIT, Daniel Utenlocher. Et donc là, le bouquin s'appelle The Age of AI and Our Human Future. L'âge de l'intelligence artificielle et notre futur humain. Et il explique que, dans le chapitre 5, intitulé « Sécurité et ordre mondial », il a une conviction, au-delà des armes autonomes létales, les robots tueurs, qu'il va falloir réguler. Alors ça, on va voir comment, mais bon, c'est déjà dans les cartons. Les mecs vont nous faire des robots tueurs. Tu dis, il n'y a pas eu 36 films pour dire « Ne faites pas ça, ça va mal finir ». Non, les mecs, ils vont « Non, mais c'est bien, c'est quand même une super idée. Ne faites pas ça ». J'y vais.
Et si on faisait un virus mutant, ne faites pas ça. Moi, j'y vais. Putain, ces mecs, mais en fait, il faudrait les débrancher dès qu'ils arrivent au pouvoir. C'est là, arrêtez vos conneries. Merci, on arrête là, stop. On va plutôt mettre de l'argent pour nourrir les gens, qu'ils aient tous un logement, éviter les guerres. Non, non, non. Si on dépensait plein d'argent dans des systèmes tueurs autonomes. Oh, très bonne idée, ouais. Bah, c'est vrai qu'en même temps, on a plein de thunes, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Ouais. Donc voilà, l'intelligence artificielle, bien sûr, et repenser les concepts de dissuasion et de non-prolifération hérités de la guerre froide. Alors pour Kissinger, l'IA représente la perspective d'augmenter les armes conventionnelles, le nucléaire et le cyber, dans des proportions qui rendront les relations entre rivaux plus compliquées à prédire et les conflits plus difficiles à éviter. Donc voilà, donc vous avez le Pentagone d'un côté qui prépare une guerre de chaque instant, une guerre totale, enfin ça c'est la guerre éternelle. Et le reste qui regarde en disant mais comment on va faire avec toutes ces conneries, mais comment on peut s'en sortir en fait? Eh bien on s'en sortira, je sais pas, en éteignant les télés, en votant aussi pour des gens qui sont pacifistes peut-être. Des gens qui n'ont pas à cœur de servir le lobby militaro-industriel. Des gens qui pensent que vendre des armes, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Des gens aussi qui ne se cachent pas derrière les droits de l'homme et qui en même temps envoient les chiens sur les manifestants. Là, il y a le rapporteur des Nations Unies qui va faire sa tournée européenne. Il va venir en France, en Italie, aux Pays-Bas, pour voir un peu les violences policières de ces démocraties libérales que sont les démocraties européennes et montrer un peu le dévoiement de cet état de droit vers un état policier total et dangereux. Donc il faut quand même un rapporteur des Nations Unies pour faire ce boulot-là. C'est dire où on en est. Et puis voilà, ces warmongers, ces budgets pharaoniques pour créer des armes de destruction massive, on n'en sortira pas tant que ces gens-là seront au pouvoir, malheureusement. Enfin, ouais, t'imagines 98 ans Kissinger, quoi. Le mec est là et bam, bam, bam. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la revue de presse du monde moderne du mardi 4 janvier 2022. Oui, nous sommes en 2022. On pourrait pas, on se demande, parce que tu te dis donc. Dis donc. Alors si, on n'a pas des voitures qui volent, mais alors par contre Tesla vend des bagnoles comme jamais, des bagnoles à 100 000 balles, mais ça se vend bien, visiblement, c'est un truc, ça achète plein de voitures électriques. Tant mieux pour Elon Musk qui va pouvoir après envoyer des fusées dans l'espace, c'est formidable. Que ce monde est formidable. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, prenez pas ça trop au sérieux, ça aura une fin évidemment, ou pas, remarque, je dis ça, mais peut-être pas en fait. Je vous dis à demain, c'est 9h30 normalement, puisque je sais pas si c'est en présentiel, comme on dit. Je vous tiens au courant. Et Timmy va pouvoir bosser, ouais, bien sûr. Allez, bonne journée. Merci, on était encore plus de 1000. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo et à mettre des commentaires, liker. C'est bon pour l'algorithme. Et les algorithmes, ils aiment ça. L'intelligence artificielle, on aime ça. Allez, à demain. Ciao.